Où que vous soyez, mesdames, messieurs, bienvenue à l'essentiel de l'actualité. Le village de Rugezi en territoire de Fizi est passé sous les contrôles des forces armées de la République démocratique du Congo et de leurs alliés après des combats violents ce vendredi contre l'AFC M23 Twirwaneho, entraînant un déplacement massif de la population. Des accrochages ont éclaté ce vendredi matin entre les combattants de l'Alliance Fleuve Congo M23 et des anciens combattants rwandais FDLR à Kishiché. Nous sommes dans les territoires de Rutshuru. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue au détail après cette virgule. Nous commençons l'actualité du jour par cette information. Des combats violents se sont poursuivis ce vendredi entre l'armée congolaise appuyée par le Wazalendo et les combattants de l'AFC M23 alliés au Twirwaneho. Selon la société civile locale, l'armée et ses alliés ont récupéré le village de Rugezi situé à une dizaine de kilomètres de Minembwe. Ces affrontements ont provoqué un déplacement massif de la population pour cette deuxième journée consécutive de combats. Des détonations d'armes lourdes et légères continuent à se faire entendre dans la zone, comme explique ici Patrick Akilimali, président de la société civile du territoire de Fizi. En fait, c'est depuis hier. C'est depuis hier. C'est dans les hauts plateaux du territoire de Fizi, précisément à Rugezi. C'est un village qui était la fois passée entre les mains des Twirwaneho, qui est allié au M23 et Red Tabara. Maintenant, hier, ce village a été attaqué par le groupe armé Bilos Bishambu, qui est FABB, qui est dirigé par Ngomanzito. Et jusqu'à ce que ce village a été récupéré, pour le moment est entre les mains de ces groupes armés. Donc ils ont chassé, l'ennemi a été repoussé. Et donc quand je dis ennemi, je vois les Twirwaneho et Red Tabara qui sont alliés au M23. L'ennemi a été repoussé loin de ce village. Et ce village, c'est un village qui est à côté, c'est un village environnant les grands centres de Minembwe. Effectivement, tôt ce matin, le groupe armé FABB, qui est dirigé par Ngomanzito, a dirigé toujours des attaques contre les Twirwaneho et les M23. Et jusqu'à ce matin, le combat se poursuit aux environs de Rugezi toujours. Des accrochages ont éclaté tôt le matin du vendredi 29 août 2025 entre les combattants de l'Alliance Fleuve Congo M23 et des anciens combattants rwandais FDLR dans l'agglomération de Kishiché, groupement Bambo, chefferie de Bwito dans les territoires de Rutshuru, dans l'est de la République démocratique du Congo. Fiston ici moi-même. Selon nos sources, une attaque a été lancée par les forces démocratiques pour la libération du Rwanda FDLR en provenance des champs de Kahumiro contre une position autodéfense de l'AFC M23. Cette attaque a eu lieu à 5 h du matin. Le bilan provisoire fait état de 2 personnes mortes, une femme civile et un élément M23. La population locale est très inquiète, entraînant des déplacements vers la brousse et vers le village de Karima, situé non loin de Kibirezi. La situation reste critique à Kishiché, actuellement sous contrôle des FDLR qui ont délogé les défenses du M23. La population redoute le retour des éléments M23 qui pourraient s'organiser pour une contre-offensive. Un habitant de Kishiché, sous anonymat, a déclaré: il y a eu une attaque des FDLR contre les défenses des M23 Kishiché. Une femme et un élément M23 ont été tués. La situation est très confuse. Les FDLR contrôlent momentanément la zone. La population est en débandade. Nous avons peur que la M23 revienne. Kishiché est un village du groupement Bambo régulièrement confronté aux attaques de la coalition Wazalendo, SAMC FDP et FDLR. Par ailleurs, une autre incursion d'hommes armés a été signalée ce matin, causant la mort de 3 citoyens dans le groupement de Bukambo, dans le même territoire et chefferie, a rappelé Laurence Kanyuka,
porte-parole politique de l'AFC-M23. Le mouvement politico-militaire accuse la coalition gouvernementale, dont les Wazalendo, d'être impliquée dans ces assassinats, dans un contexte de crise sécuritaire croissante dans la région. La plupart des populations de cette zone des Rutshuru restent en déplacement, fuyant l'insécurité grandissante. Malgré le pourparler politique relancé entre le gouvernement de Kinshasa et l'AFC-M23 à Doha, les populations continuent de subir les conséquences des affrontements dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment dans les territoires de Rutshuru. Filippo Gradi, haut commissaire de HACER, est arrivé ce vendredi 29 août 2025 à Goma. Il a visité les retournés déplacés à Sake qui vivent dans des huttes en bâche sans aucune assistance et puis dans des conditions difficiles. Après l'étape des Sake, il a échangé avec les autorités de l'AFC-M23. Philippe Gradi. Tout d'abord, c'est faire une évaluation de la situation humanitaire. Et notamment parce que je suis quand même le chef du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ce qui nous intéresse, c'est les phénomènes de déplacement, les phénomènes de retour, de réfugiés. Il y a un peu toutes sortes de mouvements qui se produisent dans cette région qui a été affectée par les conflits pendant des années et des années. Donc voilà, c'est une première évaluation pour moi depuis longtemps et pour voir comment on peut organiser dans cette situation politique encore très délicate, on peut organiser au mieux l'aide aux personnes en détresse. C'est des populations auxquelles on a demandé de quitter leur lieu de déplacement et de rentrer chez eux dans des délais assez rapides. Le défi, c'est que quand ils rentrent chez eux, et je l'ai vu moi-même dans ce petit village, ils trouvent pratiquement rien, ils ne trouvent rien. Les maisons sont souvent endommagées, sinon détruites. Elles ont été pillées, saccagées pendant les années de conflit. Les services de base, la santé, l'éducation sont très limités. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de moyens de subsistance. Donc c'est une vie très dure. Donc mon appel est double, je l'ai dit là-bas aussi, je le répète, c'est un appel aux bailleurs de fonds pour qu'ils donnent aux agences humanitaires les ressources nécessaires pour aider ces personnes. Et c'est aussi un appel à toutes les parties qui sont engagées dans les pourparlers de paix à Washington et à Doha pour que dans toutes ces discussions qui concernent bien évidemment les aspects politiques, les aspects économiques, sécuritaires, on n'oublie pas la situation des personnes qui souffrent, qui ont besoin de l'aide immédiate, humanitaire, donc au-delà de la politique, et qui ont besoin, notamment les réfugiés, les déplacés également, de solutions rapides. Il y a des petits mouvements de retour, mais c'est encore limité parce que la situation ici est très fragile. Il faut que la situation se stabilise dans l'est du Congo pour que les gens décident de rentrer. Il y a beaucoup de gens qui veulent rentrer, déplacés, réfugiés, mais bien sûr, ils attendent de voir comment va aboutir ce processus de paix. Alors, ce qui me semble positif de mon point de vue, de notre point de vue, est que la question des réfugiés a été mentionnée dans l'accord de Washington et dans ce qu'on appelle la déclaration des principes de Doha, qui est le préalable, on l'espère, d'une déclaration de paix. Les deux documents disent qu'il faut résoudre les questions de déplacement et indiquent le HCR comme l'agence responsable de parler avec les gouvernements concernés pour que ce créneau, ce dossier des réfugiés avance aussi. Donc c'est pour cela que je suis venu dans la région, pour voir comment on peut faire ça, bien sûr, en travaillant avec tous les acteurs concernés.
Alors, je dois vous dire, c'est bien que vous me posez cette question parce que on est ici en fait, on est ici dans le site qui est utilisé par une organisation de femmes qui s'appelle Mumama. Et c'est une organisation qui fait du travail précieux. Ça, c'est des femmes locales, des femmes ici de Saké, qui ont différents projets. Ils aident les autres femmes, les entraînent pour qu'elles puissent apprendre des métiers, et les encouragent à la production alimentaire, à fabriquer des sacs qu'ils peuvent vendre. C'est un effort, comme elles me l'ont expliqué, pour autonomiser les femmes. Et je suis très fier et très content que le HCR puisse, à travers son partenaire, une ONG qui s'appelle Intersos, puisse appuyer ce projet. Je voudrais même qu'on puisse appuyer plus de projets de cette façon. Et je félicite Mumama, Intersos pour ce travail très important. C'est petit, mais c'est vraiment encourageant parce que c'est la communauté elle-même qui s'autonomise et qui se munit des ressources pour pouvoir survivre et vivre et aider tout le reste de la communauté. C'est très pour faire ici l'interview. Alors tout d'abord, vous savez, si les réfugiés, s'il y a des Rwandais qui vivent au Congo et qui disent on veut rentrer chez nous, c'est leur décision. C'est pas à moi de leur dire la situation ici et là. C'est eux qui ont fait cette... Ils peuvent nous demander des informations, on va leur dire, on va les aider. Et je suis très content qu'il y a eu 4 ou 5 jours, on a pu finalement organiser un mouvement de 533 personnes rwandais qui sont rentrés ici du Nord Kivu au Rwanda. Il y a aussi, avant-hier ou hier, il y a eu de nouveau un mouvement, je pense que c'est 125 personnes qui sont rentrées et je sais qu'il y en a d'autres qui veulent rentrer. Donc ça, on va continuer à le faire. Vous savez, on a quelque chose qui s'appelle un cadre tripartite entre le Congo, le Rwanda et le HCR. Dans ce cadre, on peut organiser ces mouvements avec toutes les garanties. On a suivi les personnes qui sont arrivées au Rwanda, elles sont déjà parties dans leur commune et c'est très positif. Donc je pense que c'est encourageant et j'espère que ça va continuer. Mais comme je l'ai dit, pour ceux qui doivent rentrer ici au Nord Kivu ou au Sud Kivu, il faut que la stabilisation avance pour que les gens soient encouragés à rentrer. Sur la deuxième question que vous m'avez posée, je suis d'accord avec vous, c'est compliqué. C'est compliqué parce que la situation politique est compliquée. Cette zone, vous le savez, c'est pas un secret, n'est pas contrôlée par le gouvernement. Les résultats de l'examen d'État 2025 ont été publiés ce vendredi pour les provinces éducationnelles du Nord Kivu 1, Nord Kivu 2, Nord Kivu 3, ainsi que Sud Kivu 1, Sud Kivu 2 et Sud Kivu 3. Dans ces zones majoritairement sous le contrôle de l'AFC-M23, les finalistes ont démontré une résilience remarquable malgré un contexte d'insécurité et d'isolement. À Goma, les rues se sont animées de festivités alors que les anciens élèves du secondaire célèbrent leur réussite. Cette épreuve capitale leur permet d'obtenir les diplômes d'État, ouvrant ainsi la voie à des études universitaires. Suivez l'ambiance à Goma. Bonjour, je réponds au nom de Emedi Hawa Joyce. Je fais la commerciale et gestion à l'Institut Metanoia. Nous sommes à 33 élèves. Bon, d'abord, je suis d'abord très contente. Et aussi, pour la tenue, bon, c'était juste comme ça. Bon, j'ai réussi avec 52%. Bon, premièrement, je me sens très spéciale aujourd'hui. Et je remercie aussi toute ma famille parce qu'elles sont toutes là pour me soutenir. Et j'ai d'abord pleuré. Oui. Bon, premièrement, pour les élèves qui ont réussi comme moi, je les félicite beaucoup, énormément. Et ceux qui n'ont pas réussi, bon, de ne pas trop désespérer parce que la vie continue. Et aussi pour le gouvernement, bon, de continuer de nous aider pour que nous puissions toujours valider comme toujours. Merci aussi.
m'appelle Feza Wabugo Béatrice. Ma source de joie est que j'ai reçu mon diplôme avec succès de 58%. J'étudie à l'Institut Bethany, pédagogie générale. Je suis tellement émue, heureuse, je suis ravie et vraiment je suis tellement reconnaissante envers mes parents, envers le gouvernement qui m'a accordé ce diplôme. Vraiment, ça fait longtemps que j'ai réussi le résultat. Maintenant, bon, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je me suis déjà nettoyée. Oui, je me suis déjà nettoyée. Vraiment, je n'ai pas beaucoup à dire. C'est bon, je suis reconnaissante et de dire merci envers eux. Ils ont fait vraiment un grand effort de nous voir, d'être appelés aujourd'hui diplômés. Ce n'est pas facile. À mes collègues, pour ceux qui ont reçu ou échoué, ce n'est pas la fin du monde. Nous devons continuer. On ne doit pas baisser les bras. L'université, je préfère faire l'économie publique. J'adore ça. Bon, mes sincères reconnaissances, je les adresse à ma mère, Fezambazi Rachel, qui a tout fait pour que je sois là où je suis maintenant. Vraiment, que Dieu continue de la bénir abondamment. Et c'est de mon école, je remercie au préfet Biambouera et aux autres enseignants qui ont fait de leur mieux, supporter nos caprices, nous bénir et continuer de nous instruire pour qu'enfin nous puissions avoir nos diplômes maintenant. Merci beaucoup. Le lieutenant général Luboya Kanchama, Johnny, gouverneur militaire de l'Ituri, est rentré à Bunia le jeudi 28 août 2025 après un séjour de 15 jours à Kinshasa sur invitation de ses supérieurs. À son arrivée à l'aéroport Murongo, il a été chaleureusement accueilli par des personnalités de la province et la population. Son retour s'effectue dans un contexte de tensions croissantes marquées par des incursions de miliciens CRP de Thomas Lubanga et Codeco qui ont des conséquences humaines dévastatrices. À Kisangani, Lucha a été accusé de collaboration avec le 123 suite à une lettre à l'Assemblée provinciale. Cette lettre dénonce la gabegie financière lors des concerts de Rebo. Ce vendredi, Lucha a répondu au directeur des cabinets adjoints du gouverneur, affirmant son opposition à la rébellion et son engagement pour la démocratie en République démocratique du Congo. Non, ce point de presse, c'est parce qu'il y a eu une réaction d'une personnalité politique, des membres du cabinet du gouverneur de la province, qui, avec sa photo accompagnée de son texte, qui est devenu viral d'ailleurs, qui a été partagé dans plusieurs réseaux sociaux, notamment sur WhatsApp, ces derniers, selon nos informations, serait un directeur du cabinet adjoint, bien sûr, chargé de l'économie et finances au sein du gouvernorat, au sein du cabinet du gouverneur de la province. Dans son message dont je vous fais l'économie, il dit que la Lucha est un mouvement premièrement à surveiller, sous surveillance. Aussi pour lui, la Lucha la Lucha est en train de déstabiliser la province parce que ces militants seraient proches du mouvement rebelle M23. Pour nous, cette réaction-là méritait une mise au point.
Pourquoi? Premièrement, parce qu'il s'agit d'une réaction qui vient du cabinet du gouverneur. Ça veut dire qu'il faut prendre ça au sérieux. Ça veut dire qu'il faut prendre ça pas comme une réaction de tout citoyen. Quand c'est un directeur d'économie et finances du gouverneur qui se prononce à travers les réseaux sociaux et qui a une photo de lui sur le message qui est devenu viral, alors il faut prendre ça au sérieux. Mais deuxièmement aussi, parce que ce message-là tend à nous rallier au M23. À ces propos, permettez-moi d'être un peu plus détaillé. Le mouvement citoyen Lucha est opposé formellement à la rébellion rwandaise qui est menée par les M23 et AFC. Cette opposition n'est plus à démontrer. Beaucoup d'entre vous ici. 3 criminels spécialisés dans les vols des véhicules à Lubumbashi ont été présentés au gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe, par la police. Cette présentation s'inscrit dans les cadres des efforts des autorités pour lutter contre la criminalité dans la région. Les suspects sont accusés d'avoir mené plusieurs opérations de vol, suscitant des inquiétudes parmi les habitants. Parmi ces 3 présumés criminels auteurs du meurtre du jeune taximène héritier Kanouidj de la ville de Likasi figure l'acheteur de véhicules volés et commanditaire du meurtre. Cette affaire a enflammé il y a peu la toile avant que ce présumé criminel ne tombe dans les filets de la police nationale congolaise. Le commandant second de la PNC, ville de Likasi, Deogracias Kipushi, les a présentés ce mercredi 27 août 2025 au gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula, qu'accompagnait son ministre provincial de l'Intérieur, Jean-Jacques Kashibatambo. Le vendredi, le monsieur là était à bord de ce véhicule. Alors il y a un couple là qui venait du champ. Ils ont vu un mouvement suspect. Que des gens se bagarraient dans le véhicule. Ils ont suivi le véhicule. Arrivés entre 2 fermes, les autres ont fui. Ils ont laissé le véhicule et puis ils ont pris fuite. Le monsieur est resté sur place, faisant semblant de téléphoner. C'est alors que le couple a récupéré le monsieur. Ils ont demandé, non, je reste dans les coins. Après investigation, on a dit qu'on ne le connaît pas. On a appelé les services de sécurité. Nous sommes descendus sur place, nous l'avons arrêté. Il l'avait accepté. Il n'avait pas nié le premier jour. Il avait tout avoué. Il est passé aux aveux le premier jour. Mais c'est après, vous connaissez toujours avec nos gens ici, qu'ils commencent à tâtonner. Devant le chef de l'exécutif provincial, ces présumés criminels sont passés aux aveux, de même que leur commanditaire récidiviste, qui est à son 7e forfait. Mina bauzaka. Ndiyo. Bale bantu wenye bale mina bauzaka mitoka. Banafanga kama banaiba vile banakuwa banaujisha. Ndiyo. Certains membres de cette bande ont pris la poudre d'escampette. Les services de sécurité sont à leur trousse et la province, à travers le gouverneur intérimaire, promet de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour les traquer. Martin Kazembe Choula les a remis entre les mains de la justice. Et pour finir, l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT, poursuit la modernisation de la route provinciale 706 reliant Chikapa et Kamako et la réhabilitation de l'aérodrome de Chikapa au Kasaï. L'ingénieur Gilbert Kapuku, directeur provincial de la CGT pour le Grand Kasaï, supervise ces projets structurants. Transformation de l'espace Grand Kasaï. Des chantiers majeurs portés par l'Agence congolaise des grands travaux ACGT sont en cours. Il s'agit de la modernisation de la route provinciale 706 reliant Chikapa à Kamako et la réhabilitation de l'aérodrome de Chikapa. À la manœuvre, l'ingénieur Gilbert Kapuku, directeur provincial de l'ACGT pour les Grands Kasaï, qui a conduit une mission technique d'envergure du 24 au 25 août 2025. La mission a débuté sur les chantiers routiers où les équipes de la mission de surveillance de la CGT, du bureau technique de contrôle BTC et de l'entreprise Toa Investments et Sarel sont à pied d'œuvre. Du PK3 au PK6, les travaux d'assainissement s'intensifient. D'eau, drain
et fossés trapézoïdaux sont à court de réalisation pour anticiper les effets de la saison de pluie. Le directeur provincial a souligné l'importance de ces ouvrages pour garantir la durabilité de la chaussée. Plus loin, entre les PK 56 et PK 58, les opérations de terrassement avancent à un rythme soutenu. Décaissement, réglage et compactage de la plateforme témoignent d'un engagement technique salué par M. Kapoku qui a encouragé les équipes à maintenir cette dynamique. À Chakwaji, la délégation a inspecté les sites de base vie du projet, infrastructure clé pour accueillir les personnels techniques et logistiques. Des emplacements destinés à l'implantation des postes de péage ont également été visités sur les corridors Chikapa Chakwaji Kamonia en vue d'un futur système de recouvrement pour l'entretien de la route. La visite s'est poursuivie à Milombe Talvo où le concasseur principal du projet produit les matériaux nécessaires aux couches de base. Les bacs de traversée de 65 tonnes en phase de finalisation permettra de franchir la rivière Tikapa et de relier les tronçons vers PK7. En marge de cette mission, le directeur provincial a été reçu par le vice-gouverneur du Kasaï pour un échange interinstitutionnel sur la sécurité du corridor et la coordination interinstitutionnelle. Le 25 août, l'attention s'est portée sur le site du futur aéroport national de Tikapa. À l'issue d'une séance d'échange entre la CGT et les autorités provinciales, l'ingénieur Kapoku a effectué une visite technique accompagnée des équipes de la mission de surveillance du bureau de contrôle AEC et SARL et de l'entreprise Horizon Corporation. Bien que les lancements officiels des travaux reste attendu, les sites montrent déjà les signes d'organisation. Toutefois, l'érosion progressive de la piste existante inquiète. Prévue pour être rallongée et élargie, elle est menacée par une dégradation naturelle qui pourrait compromettre ses fondations. Le directeur provincial a insisté sur l'urgence de mettre en œuvre des dispositifs de sauvegarde et d'accélérer les travaux préparatoires. À l'issue de cette double mission, Gilbert Kapoku s'est dit satisfait de la relance progressive des travaux sur plusieurs fronts. Il a rappelé aux parties prenantes la nécessité de maintenir un haut niveau d'exigence technique, de renforcer les reportings opérationnels et d'anticiper les aléas climatiques. Ce projet permettra de relier les Kasaï au corridor de Banana qui va jusqu'au port du Haut-Katanga. Donc nous ne pouvons que demander à la population à nous faire confiance. Sur ce projet, il n'y a pas de problème. Tout se déroule bien. Mais vous savez, la technique, elle a ses caprices. La technique, il faut y aller doucement, suivre les étapes par étapes pour que le projet puisse bien se dérouler et puis arriver jusqu'au bout. Des projets routiers et aériens incarnent une ambition forte, désenclaver les Grands Kasaï, fluidifier les échanges économiques et connecter durablement la région au reste du pays. Une vision partagée par le chef de l'État, le gouvernement et la population bénéficiaire qui attendent avec espoir la concrétisation de ces infrastructures stratégiques. Mesdames et messieurs, fin de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous êtes nouveaux. C'est pour la première fois que vous suivez Kivu Morning Post. Commencez par vous abonner, commenter, liker nos vidéos. Et on va se retrouver prochainement pour d'autres actualités.